Neste último dia de evento, faremos uma síntese prospectiva sobre o trabalho da 24ª Assembleia Geral da FIUC. Para iniciarmos as atividades sobre as boas práticas em universidades, convidamos o professor Jean Bosco Matand, da Universidade Católica do Congo. Jean Bosco Matand was born in Wiccan. He's a doctor in biblical science from the Pontifical Biblical Institute in Rome since 1996. He's a member and the Secretary General of the Pan-African Association of Catholic Exegetes, a member of the Studium Novi Testamentum Societas. He has been second Deputy Secretary General of the Congo National Episcopal Conference. He taught the New Testament in several university establishments in Rome, Nairobi, and Kinshasa. He's director of Catholic University of Congo since 2007, president of the Board of Administration of the Association of Recognized Private Universities since 2010, and president of the Association of Catholic University and Higher Institutes of Africa and Madagascar since 2010. Please welcome Jean Bosco Matand. Monsieur le Président de la FIUC, Messieurs et Mesdames les recteurs, distingués professeurs, je voudrais de prime abord exprimer mes sentiments de gratitude vis-à-vis de la Fédération internationale des universités catholiques, en particulier vis-à-vis des organisateurs des présentes assises, pour m'avoir demandé le service de présenter la synthèse prospective des travaux de la 24e Assemblée générale. Il s'agit là d'une marque de confiance qui m'a été manifestée et d'un honneur pour moi, pour lequel je suis très reconnaissant. Je voudrais ensuite souligner que même si j'ai accepté volontiers, il s'est agi d'une tâche très ardue, et c'est une tâche très ardue de présenter une synthèse de ce qui a été si bien développé par d'éminents professeurs et spécialistes de la matière. Ce que je vais présenter n'est pas un compte rendu. Je vais tâcher de relever quelques points saillants qui se sont dégagés des différents exposés et des discussions qui ont eu lieu ici en plénière et que je peux proposer comme pouvant faire partie des bonnes pratiques à l'Université catholique. Pour emboîter le pas aux orateurs eux-mêmes, je n'ai donc aucune prétention de les proposer de manière exhaustive. En effet, j'ai trouvé que le thème que nous avons abordé est très complexe. C'est pourquoi il a été disséqué en plusieurs thématiques pour être mieux traité. Mais même le développement de ces dernières à chaque fois insisté sur la complexité des différents aspects de la matière et sur l'importance qu'il y a à rester ouvert à la possibilité de lectures multiples qui peuvent jaillir d'autres contextes et d'autres angles de vue vis-à-vis des questions discutées. Ceci étant, je vais tout de même présenter en deux grands points les différents éléments que j'ai dégagés et qui peuvent participer à l'élaboration d'une compréhension nette des contours des questions sur l'enseignement et l'apprentissage dans les universités catholiques au XXIe siècle. Appliquant la méthode de la convergence des parallèles, je présente d'une part quelques points communs qui ont surgi des exposés et des échanges auxquels nous avons participé, et de l'autre, les défis qui restent à relever pour l'engagement spécifique des universités catholiques dans l'accomplissement des trois tâches qui sont reconnues à toutes les universités. Le premier point, quelques éléments saillants de l'art d'enseigner et d'apprendre à l'université catholique au XXIe siècle.
Le premier point, c'est la description qui a été très intelligemment faite de notre siècle. Pratiquement tous les orateurs l'ont pris comme point de départ. Ils ont bien défini les particularités des temps nouveaux qui sont les nôtres, caractérisés par la technologie très avancée, la rapidité excessive, la volonté du succès accompagnée d'une compétition exténuante, de nouveaux instruments de la communication, multimédia, Internet, Twitter, Facebook. Nous sommes à l'époque où l'information foisonne de partout, qu'elle soit vraie ou fausse ou manipulée, car elle ne vient jamais d'une seule source, mais renvoie de manière permanente à d'autres sources. Grâce aux nouvelles techniques de communication et de la communication de l'information, le monde est donc plus que jamais très connecté. Les réseaux sociaux ont créé une nouvelle culture où les vraies relations sociales, cependant, ont diminué. On a même parlé d'une société empoisonnée qui vit une sorte de contradiction entre ce qu'elle veut et ce dont elle a réellement besoin, où plusieurs cultes menacent la dignité de l'homme. C'est le temps de la mutation anthropologique où il faut opérer des choix clairs et s'engager avec détermination dans la voie qui aidera à sauver l'humanité. Il est impérieux de tenir compte de ce contexte dans lequel nous accomplissons notre mission. Cette contextualisation est tellement importante, elle est très importante parce que, comme l'ont révélé les résultats préliminaires de l'enquête qui a été faite, il y a effectivement diversité au sein des universités catholiques réunies au sein de la Fédération internationale des universités catholiques. Il reste que le contexte le plus dominant, qui est commun, est celui de la mutation globale. Le deuxième point est que dans pareil contexte, le rapport étudiant et professeur a aussi complètement changé. Les nouveaux étudiants ont accès aux mêmes informations que le professeur. Ils manifestent cependant une tendance à l'incapacité de se concentrer. Ils savent tout et semblent même en savoir plus que le professeur. Mais il s'agit de connaissances tellement en vrac que les apprenants sont désorientés et incapables de discerner. Ils ne savent pas trier en séparant. Ils ne savent pas distinguer avec justesse. Ils n'ont pas de repères ni de base quand il s'agit de choisir, car ils pensent plus à l'avenir et oublient facilement le passé. Devant un tel auditoire, la parole du professeur est souvent vide. Le professeur est non seulement dépassé, mais aussi il découvre qu'il n'est plus le maître du savoir. Il est ainsi marqué par des sentiments de frustration, d'insatisfaction et d'indignation, se montrant parfois incapable de prendre en compte cette nouvelle culture et de s'y adapter. Bref, le triangle traditionnel de l'apprentissage est souvent éclaté, devenant mortifère pour l'un de ceux qui logent dans les coins du triangle au bénéfice des deux autres. Soit c'est la relation étudiant-savoir qui prime grâce aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, consacrant la mort du professeur, soit le rapport professeur-savoir prend le dessus, entraînant la mort de l'étudiant abandonné dans son hétagogie, mais sans autonomie de formation. Dans tous les cas, le rapport formateur-étudiant est marqué par la distance, la méfiance et la suspicion, d'où les questions fondamentales auxquelles on a essayé de répondre au cours de ces assises. Pour répondre aux questions, j'ai vu que les intervenants voulaient d'abord avoir une idée claire de ce qu'est une université catholique. Qu'est-ce qui lui est spécifique? Il est vrai qu'elle est et doit être d'abord une université quant à l'accomplissement des 3 missions reconnues à toutes les universités, à savoir
l'enseignement supérieur d'excellence, les recherches scientifiques de haute facture et le service à la communauté de qualité. Mais qu'est-ce qui fait sa différence vis-à-vis des autres universités, si ce n'est le lien qu'elle entretient avec la volonté de ses fondateurs, laquelle considère l'université catholique comme un instrument d'annonce de l'Évangile, un terroir de formation aux valeurs évangéliques et chrétiennes en vue de la construction de la culture et des cultures humaines intégrales. Aussi a-t-on souligné que l'esprit de liberté qui doit caractériser l'université catholique dans l'accomplissement de ses missions doit être en même temps accompagné de l'amour de la vérité et de la charité en vue d'une anthropologie éthique et chrétienne authentique qui a le Christ comme centre de son existence. Si toute université prépare des jeunes pour en faire des professionnels dont la société a besoin, l'université catholique doit préparer de bons professionnels formés aux valeurs éthiques et évangéliques pour être au service de la vie véritable. C'est dans cette perspective que les réponses aux questions ont été pratiquement toutes formulées sous forme de défis adressés aux acteurs des universités catholiques. Deuxième point, les défis de la spécificité des universités catholiques au XXIe siècle. J'ai d'abord apprécié le souci qu'il y a eu d'éviter de condamner le monde présent et surtout de condamner la génération Y des digital natives qui fréquentent nos universités. Parce qu'eux, ils viennent désireux de connaître plusieurs informations à la fois, sans frontières, mais qui sont moins approfondies et très fragmentées. J'ai trouvé intéressant qu'on nous ait invités à faire de nos universités des lieux d'ouverture pour accueillir et protéger tout ce qui est positif en toute œuvre humaine et des lieux de distanciation vis-à-vis de tout ce qui devient archaïque. J'ai trouvé que l'exigence de donner une formation complète et intégrale doit être assumée de manière équilibrée par les universités catholiques appelées à devenir des lieux de personnalisation et de rencontre de ceux qui les fréquentent, des lieux de promotion à l'autonomie et à la participation. Dans ce cadre, tout en ne devenant pas des futures cathédrales de consommation des high-tech, j'ai trouvé intéressant qu'on ait indiqué qu'à cette époque de la cyberculture, l'Internet doit être mis au centre du programme pédagogique pour prendre l'étudiant dans le contexte qui est le sien. À la suite de cette invitation, la question des curricula pour nos universités revêt un caractère important. Dans la perspective d'une formation humaniste intégrale, non arrogante, il y a effectivement besoin que nos universités catholiques disposent des curricula à modèle intégral qui tiennent compte des 4 dimensions de l'utilitas, de la justitia, de l'humanitas et de la fides. Il me semble que ce sont de tels curricula qui pourront effectivement rendre les universités catholiques instruments dont l'Église a besoin pour la nouvelle évangélisation de notre monde. C'est dans ce sens que je retiens aussi que ce défi, comme défi, celui d'élargir le triangle de l'enseignement-apprentissage en mettant en lumière le rôle de l'institution. Dans le rapport enseignant-enseigner-savoir, il conviendrait de placer l'institution au centre pour jouer non seulement le rôle de cercle autour des 3 pôles, mais aussi et surtout celui de centre d'interaction entre les 3 pôles. C'est l'institution qui non seulement a pour tâche de présenter et de contrôler un projet objectif et éducatif clair, mais de s'investir dans une pédagogie universitaire illuminée par la foi, l'espérance et la charité. Tout en désacralisant ce qu'on peut appeler la religion du changement, nous sommes invités à ne point oublier que parmi les apprenants d'aujourd'hui, il y a les successeurs des enseignants d'aujourd'hui.
le formateur d'aujourd'hui doit éduquer non seulement son disciple, mais son futur collègue, son chef de l'État et ses multiples leaders dans sa société. C'est pourquoi j'ai aussi apprécié l'unanimité qui m'a semblé se dégager à propos des professeurs. Plus d'un orateur a souhaité qu'il y ait une pédagogie universitaire pour accompagner les professeurs. Étant donné que par les temps qui courent, le professeur n'est plus l'unique puits des savoirs, son rôle est de jouer l'interface entre l'étudiant et les autres sources de connaissances, de créer en eux la confiance, de les inviter au dialogue et au discernement, d'être un guide avisé, un modérateur qui conduit à la disputation et un accompagnateur qui fait naître l'apprenant à l'intersubjectivité. Cela n'est possible que si le professeur lui-même est habité par une sorte d'insatisfaction positive sur tout ce qu'il fait, enseigne et lit, et s'il est capable d'être humble, c'est-à-dire de manifester la volonté à apprendre, à être petit devant les changements qui arrivent. Il faudrait qu'il soit lui-même capable de discernement pour savoir distinguer entre ce qui est traditionnel et qui doit être absolument transmis aux autres générations et ce qui est archaïque et qu'il doit absolument nier et rejeter. Bref, il y a nécessité de penser à une formation du professeur qui rende ce dernier capable d'accorder plus d'attention à ce que les étudiants apprennent, aux tourments qui naissent dans l'apprenant à cause de toutes sortes de sollicitations qui sont celles du monde où il vit et auxquelles il ne peut aisément échapper sans la présence d'un guide clairvoyant et rassurant, d'un guide qui réveille sa conscience et y sème les valeurs humaines et chrétiennes. N'est-ce pas ici qu'il faut aussi mentionner combien la question de l'interdisciplinarité reste réellement un défi pour nos universités, dans la mesure où l'interdisciplinarité permet aux différents intervenants dans le processus d'acquisition des savoirs de s'écouter mutuellement et de s'apprécier réciproquement. L'interdisciplinarité ne dit-elle pas combien l'homme et son environnement sont tellement complexes qu'une seule science, une seule étude isolée, qu'une seule source d'information spécialisée fût-elle, ne suffit pas à tout expliquer. En effet, limité par son orientation et ses méthodes d'accès à la connaissance, toute source de savoir ne présente souvent qu'un aspect de la question. Il y a aujourd'hui besoin d'une connexion des savoirs pouvant aider à avoir une présentation intégrale de l'univers et de l'homme. Mais le risque qui demeure dans ce cas est celui de perdre l'approfondissement que l'on acquiert par la spécialisation. Une réflexion reste donc à engager à ce sujet. À mon avis, les universités catholiques sont invitées à poursuivre ce débat. Un autre point que je voudrais mettre en valeur concerne la vocation et la volonté des universités catholiques à être des lieux d'une formation de qualité, à produire des professionnels de qualité dont la société a besoin pour son développement et l'amélioration de ses conditions de vie. Il m'a semblé entendre ceci des différentes discussions. Nous voulons et devons être, d'ailleurs nous le sommes, des universités d'élite. Mais il nous faudrait éviter de confondre l'élite et l'élitisme. Il serait malheureux que les universités catholiques deviennent des universités pour les élites. C'est ici, à mon humble avis, qu'il serait opportun de faire attention aux agences d'accréditation qui fixent les standards dits internationaux pour définir la qualité des enseignements et des curricula. Car dans la plupart des cas, il a été souligné, ces agences relèvent en grande partie
de l'éthique mondiale ambiante très marquée par l'économique, la production et le consumisme. Parfois, elles n'appartiennent même pas à des milieux universitaires. De même, il conviendrait de faire une distinction entre qualité et excellence, en disposant d'outils adéquats pour l'évaluation de nos projets, de nos projets éducatifs. Nos agences d'assurance qualité doivent aussi manifester la spécificité de notre identité catholique. Je souhaite ardemment, avec bien des membres de notre Assemblée, que les universités catholiques élaborent leurs propres critères de ranking qui définissent ce que l'on entend par enseignement holistique de qualité. Cela nous ferait échapper à la situation actuelle où les institutions d'enseignement supérieur sont gérées comme des entreprises stratégiques dans le marché global, obligées à suivre des agendas économiques de quelques entreprises afin d'être classées parmi les meilleurs sans tenir compte d'autres éléments qui font partie de l'intégralité d'un enseignement humaniste d'excellence. Certes, les étudiants viennent dans nos universités pour chercher des accréditations, mais nous devons leur offrir quelque chose de plus, à savoir les valeurs chrétiennes à intégrer dans leur vie après l'université. Enfin, c'est dans cette même perspective qu'il m'est apparu que la notion de service à la communauté, qui est une des finalités des professionnels de qualité que nous formons, devrait être revisitée dans nos universités. Il ne suffit plus seulement de faire de sorte que le curriculum de l'université catholique intègre théorie et pratique, n'oublie pas la perspective de l'emploi et prévoit une insertion sans délusion dans le milieu du travail. Il s'agit plutôt d'initier les apprenants, déjà quand ils sont encore à l'université, à poser des gestes de solidarité, de compassion et de générosité vis-à-vis des autres, surtout les marginalisés, les pauvres, les handicapés, les nécessiteux qui sont autour d'eux et que nous, les biblistes, parfois nous appelons les pauvres du Seigneur. Il s'agit de semer dans nos apprenants, par des actes concrets programmés, les sentiments de charité, j'allais dire des sentiments sacerdotaux du Christ de l'Épître aux Hébreux, pour qu'ils se sentent une fois, dans l'exercice de leur profession, plus proches de ceux qu'ils servent, en tout cas plus semblables à eux quant aux besoins fondamentaux de tout être humain. Conclusion. Au cours de ces assises, j'ai eu à comprendre que dans sa mission d'éduquer et de former, l'Université catholique doit se considérer comme faisant partie de la barque qu'est l'Église. À travers les temps, et surtout en ces temps qui sont les nôtres, cette barque est peut-être ballottée par des vagues en furie du siècle de la cyberculture. Parfois, on croit que le Seigneur dort. Pourtant, il est là et nous invite à avoir la foi et l'espérance parce qu'il a vaincu le monde. Nombre d'orateurs l'ont dit. Nos universités sont appelées pour cela à être des lieux où l'on célèbre cette foi, des lieux où l'on célèbre l'évangile de la vie et non pas des lieux d'intolérance. Elles sont invitées à être des lieux d'évangélisation personnelle et mutuelle, de construction de personnes libres et autonomes, des lieux d'humanisation des étudiants et non pas des lieux de dogmatisation, de lavage de cerveau et d'endoctrinement. Bref, nos universités sont appelées à être des lieux tout à la fois de formation complète des personnes et de respect de leur identité. Des lieux où l'on vit l'expérience spirituelle de changement, de conversion spirituelle qui respecte la liberté de chacun. Pour la thématique qui nous concerne, il s'agit aussi
Il s'agit d'exhorter aussi bien l'enseignant que l'apprenant à fixer le regard sur le vrai maître qu'est le Christ, pour apprendre de lui comment il a sauvé tout homme et tout l'homme. Il s'agit d'exhorter et d'éduquer, et l'éducateur et l'éduqué, à s'inscrire à l'école du Christ, à l'université du Christ, disons cela, pour apprendre de lui comment il a passé sa vie en ce monde en faisant du bien, comment il a aimé les siens jusqu'au bout. On pourrait inscrire pour eux, donc pour les éducateurs et les éduqués, on pourrait inscrire pour eux en lettres d'or cette parole de l'évangile de Jean: le maître est là, il t'appelle. Je vous remercie. Agradeço a participação do professor João Bosco Matante e convidamos a todos para um coffee break que será realizado neste mesmo prédio. Obrigada.